Alors, souvent, on va faire un diagnostic de TDAH, mais avant d'arriver au TDAH, il y a beaucoup de choses qu'on élimine, Isabelle, pour arriver à un TDAH. Oui. Explique-nous quel autre diagnostic qu'on élimine pour arriver au TDAH. Quand on fait un processus diagnostique complet là, pour évaluer le TDAH, on a d'autres possibilités diagnostiques. Il y a le trouble du spectre de l'autisme, donc le TSA, la déficience intellectuelle, puis le trouble de langage. C'est tous des troubles différents, distincts. Un enfant peut être atteint d'un seul de ces troubles ou d'une combinaison de plusieurs d'entre eux. Donc, si je comprends bien, là, plusieurs symptômes de ces troubles-là ressemblent au TDAH. Exactement. OK, comment on fait pour éliminer le premier? Mettons que tu m'évalues, là. Oui. Puis tu dis, là, le premier, c'est le trouble... le trouble du spectre de l'autisme, le TSA. Bon. Alors, on sait que dans le TSA, il y a souvent de l'inattention, de l'impulsivité, de l'hyperactivité, de la difficulté à gérer ses émotions. Oui. Tout ça, ça fait partie du TDAH. C'est le noyau du TDAH. Oui. Chez les enfants qui ont le TDAH, on voit des difficultés dans les interactions sociales, dans les relations, dans la communication. Et ça, c'est les symptômes qui sont centraux au trouble du spectre de l'autisme. OK, fait que les deux sont quand même cousins un peu par la bande, là. Tout à fait. En plus, les deux apparaissent dans la petite enfance. Les deux sont plus fréquents chez les garçons. Les deux ont des comorbidités communes comme l'anxiété très fréquente dans les deux troubles. Et puis, les deux ont un taux d'irritabilité élevé. Ça veut dire qu'il y a des facteurs génétiques importants dans la transmission. OK. Fait que ça va de papa à maman à bébé. Pas de manière directe. Non, mais... Mais on sait qu'il y a des facteurs génétiques. OK, mais qu'est-ce qui, mettons, va les différencier? Parce qu'ils se ressemblent, mais il doit bien avoir une ou deux choses qui font « OK, ça, c'est ça et ça, c'est ça ». Pour faire image, on pourrait dire le TDAH, c'est un trouble de l'attention. Et le TSA, c'est un trouble d'intention. Je m'explique. Les enfants qui ont le TDAH, ils sont pas capables de mobiliser leurs ressources attentionnelles. Même en situation de 1 pour 1, même dans une situation idéale, c'est un trouble qui est neurologique. Il y a un dysfonctionnement dans le cerveau qui fait qu'ils ne sont pas capables de mobiliser leurs ressources attentionnelles. Alors que les enfants TSA, eux, ça dépend un peu de leur motivation. Leur attention est fluctuante. Si on est dans leur domaine d'intérêt, là, ils sont capables de mobiliser leur attention. C'est sûr que les enfants TDAH peuvent aussi avoir des difficultés dans leurs relations sociales à cause de l'impulsivité, à cause de l'agitation, à cause de la difficulté à contrôler leurs émotions. Puis, c'est sûr que les enfants TSA, ils sont inattentifs, puis ils sont hyperactifs. Mais la vraie différence, c'est que le TSA, c'est un trouble des habiletés sociales. C'est le centre des difficultés, c'est dans l'interaction sociale, dans la communication, la compréhension, l'empathie. Dans le TDAH, le centre du trouble, c'est vraiment les difficultés attentionnelles. C'est des enfants qui sont capables de faire des ouvertures sociales, qui sont capables de manière naturelle d'avoir certaines habiletés sociales, mais ils ont de la misère à les utiliser. À les gérer. OK, parce que des fois, ils sont trop intenses, puis des fois, c'est... Ils peuvent être trop intenses, TDAH, déficience intellectuelle. Oui. Comment, là, il faut éliminer la déficience intellectuelle pour continuer vers le TDAH? C'est deux choses qui sont, en fait, distinctes puis qui peuvent être indépendantes. On peut avoir une déficience intellectuelle, on peut avoir une déficience intellectuelle avec un TDAH, ou on peut avoir seulement le TDAH. La majorité des enfants qui ont le TDAH ont une intelligence dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne. C'est moi, ça. Tu viens de me décrire. Personne n'en doutait. Mais c'est vrai, tu sais, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on n'est pas intelligent. Exactement. Ça, il ne faut pas oublier ça. Donc, je te laisse continuer dans la déficience. Pour connaître le niveau de fonctionnement intellectuel, on fait habituellement un test de QI, un test de quotient intellectuel. Et ce test-là mesure différentes sphères de l'intelligence, de ce que les psychologues acceptent habituellement comme la définition de l'intelligence. Donc, ces sphères-là sont la sphère verbale, les habiletés visuospatiales, le raisonnement, la mémoire à court terme et la vitesse de traitement des informations. Dans la déficience intellectuelle, toutes les sphères sont touchées. Non seulement l'intelligence, mais aussi le comportement adaptatif, l'adaptation à la vie quotidienne.
Dans le TDAH, c'est un trouble qui est basé sur une évaluation du comportement de l'enfant. Donc, l'évaluation de l'intelligence n'est pas absolument nécessaire pour faire le diagnostic. Par contre, on fait souvent cette évaluation-là, puis ce qu'on remarque, c'est habituellement certaines sphères de l'intelligence sont touchées, des sphères très précises. Souvent, c'est l'attention, les fonctions exécutives ou bien la mémoire à court terme. Okay. Puis, les autres sphères de l'intelligence sont complètement préservées, sont tout à fait normales. L'enfant qui a la déficience intellectuelle, il va apprendre à un rythme qui est ralenti par rapport aux enfants qui ont un développement typique, alors que l'enfant qui a le TDAH, habituellement, il est capable de faire des apprentissages à un rythme qui est tout à fait conforme à celui des enfants qui ont un développement normal. Il faut, par contre, mettre en place des stratégies pour l'aider à faire ses apprentissages au même rythme. Bon, une fois qu'on a éliminé le TSA, oui. la déficience intellectuelle, oui. On est rendu au trouble de langage. Oui. Qu'est-ce que le trouble de langage? Oui. Qu'est-ce que c'est ça, le trouble de langage, Isabelle? Bien, écoute, ça, c'est une bien grande question. Oui. Trouble de langage, excuse-moi, juste pour dire, c'est difficulté à dire des mots, difficulté... C'est quoi le trouble de langage? Un trouble de langage, c'est des difficultés dans la communication. Donc, ça peut être la communication réceptive, c'est-à-dire la compréhension... Recevoir le message. Exact. Okay. Et ça peut être des difficultés à dire les choses, donc à formuler des phrases ou à acquérir la grammaire. Est-ce que c'est une forme de dyslexie? La dyslexie, ça fait partie des troubles d'apprentissage. Okay. Le trouble de langage est dans les troubles de la communication. Okay. C'est deux sphères de troubles différentes. La dyslexie, c'est des difficultés dans la lecture. Okay. Le trouble de langage, c'est un trouble où on a de la difficulté soit à interpréter, comprendre les messages verbaux ou à bien exprimer un message verbal. OK, fait que c'est vraiment dans la communication elle-même. Exactement. Ce qui nous intéresse dans la clinique de TDAH, en fait, c'est de distinguer le trouble de langage du TDAH pour être certain qu'on fait un bon diagnostic différentiel. Okay. On sait que les enfants qui ont un retard de langage ou un trouble de langage en bas âge, c'est un indice précurseur de TDAH. OK. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont un trouble de langage auront nécessairement un TDAH. Pour faire la différence entre le trouble de langage puis le TDAH, on regarde le contexte dans lequel les difficultés apparaissent. Okay. Okay? Si les difficultés apparaissent uniquement lors de tâches verbales, à ce moment-là, on est davantage dans un trouble de langage. Okay. Si l'enfant y est inattentif, impulsif, hyperactif durant ce genre de tâches-là, mais que, par exemple, dans des activités de construction, des casse-têtes ou des tâches plus visuelles, à ce moment-là, il n'y a plus aucune difficulté, il est concentré, il est motivé. À ce moment-là, effectivement, c'est plus un trouble de langage. Un trouble de langage, OK, je comprends. Alors que le TDAH, lui, il va être indépendant des contextes. L'enfant va avoir des difficultés dans plein de sphères, puis il n'y aura pas ça. Fait qu'une fois que ces trois-là sont éliminés, là, on peut s'en aller à dire, OK, on va passer des examens, des tests pour savoir si c'est un TDAH ou si ça se confirme vraiment. Oui, on fait tout ça un peu en parallèle. OK, excellent. Fait que rendu au bout de ça, on élimine des affaires, on fait ça, puis maintenant, on se dirige direct sur le bon diagnostic, finalement. Oui, exactement. Fait que faire une évaluation très précise, c'est vraiment important. C'est vraiment important, puis ça peut être long. Oui. Et puis, ça peut être éprouvant pour la famille. Oui. Il faut prendre son temps, en fait. Oui. Parce que, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, puis je sais pas si ça rentre dans... Mais c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour mes enfants, moi. De faire... d'accepter le mien, de passer des tests pour le mien, puis après ça, de faire OK, tic, 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 tic. Fait que, tu sais, d'aller de fil en aiguille. Isabelle, merci beaucoup. Vraiment, tu nous as éclairé sur plein d'affaires, mais une chose est ça, c'est que faire un bon diagnostic, ça demande du temps. Puis surtout, il faut prendre vraiment le temps de faire les choses comme il faut. Oui, tout à fait. Merci bien. Bonne journée à toi.